Salut YouTube. Alors dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de retours en vidéo et surtout des retours en français sur les moniteurs portables, sur des petits écrans portables qu'on peut brancher en USB ou en HDMI, j'ai décidé de vous faire le test de ce produit-là, un produit de la marque Wimaxit, qui est un écran portable que j'ai acheté sur Amazon à peu près... Enfin moi je l'ai payé 130 € parce qu'il était en vente flash, mais sinon il vaut à peu près 180 €. Donc pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on a? On a un écran de 13,3 pouces avec une taille IPS, un écran 1920 par 1080, de l'USB-C, mais il y a aussi du micro USB si jamais vous avez des manettes ou des petits accessoires à brancher dessus. Il y a également du port HDMI et vous avez également des haut-parleurs qui sont inclus dedans. Alors au niveau du packaging, c'est quand même pas dégueulasse, c'est-à-dire qu'ils fournissent la totalité des câbles dont vous pourriez potentiellement avoir besoin. On peut les améliorer, mais je vais revenir sur ces points-là tout à l'heure. Au niveau des câbles, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc un port USB-C, USB-A, un HDMI vers micro HDMI, ou mini HDMI, tiens d'ailleurs je sais même plus comment ça se prononce, et bien sûr un câble USB-C, USB-C. Au niveau du moniteur en lui-même, il est fourni avec une coque protectrice qui protège l'écran, un peu comme on peut trouver sur le marché des tablettes, qui est pas mal foutu. Il est collé sur la partie arrière qui est ici. Cette partie-là est magnétique et permet en fait de l'utiliser tac, comme ça. Vous voyez, si je tape dessus, c'est quand même relativement stable, ça tient plutôt bien. C'est pas dégueulasse, la tablette est relativement légère, j'ai pas la fiche technique là sous les yeux, mais en main franchement elle pèse pas bien lourd. Et au niveau de la connectique d'ailleurs on est quand même plutôt fourni. Sur ce côté-là de l'écran, à une mise au point près, on a les boutons d'accès pour le menu principal et pour les réglages de la tablette, donc l'alimentation, volume plus, volume moins, qui permettent aussi de naviguer dans les menus de l'écran. Le bouton menu bien sûr, et puis le bouton input pour gérer le périphérique d'entrée. Le port micro USB qui est ici va être utilisé pour brancher tout ce qui peut être accessoire que vous pourriez avoir sur la tablette, par exemple un clavier, une souris ou ce genre de choses. De l'autre côté de la tablette, on va avoir une fiche jack 3,5 mm classique, deux ports USB-C, un pour le transfert d'énergie, un pour le transfert d'énergie et de signal vidéo, ou alors que de signal vidéo, mais je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Et bien sûr, les deux ports HDMI au format mini. Au niveau des finitions, bon, on va pas forcément se mentir, hein, c'est pas ultra qualitatif, mais c'est très loin d'être ridicule. Je vois pas vraiment de défaut spécifique sur la qualité du produit, simplement on est sur une finition plastique avec un effet aluminium un peu brossé. C'est pas dégueulasse, ce qui m'embête juste un petit peu, c'est que la marque qui est là, elle est vraiment très voyante. Surtout en noir sur du blanc, à la limite en gris ou quelque chose, vous savez, un peu comme un filigrane pour une photo, des choses comme ça, quelque chose de plus petit indiqué derrière, ça aurait peut-être pas été trop mal. Là, ça fait vraiment très voyant, donc j'ai presque envie de recouvrir toute la bande inférieure pour éviter d'avoir un mot en blanc qui est constamment affiché, surtout quand l'écran est éteint. Je trouve, tac, voilà, si on baisse vraiment la luminosité, ouais, le mot en blanc, je trouve qu'il ressort quand même vraiment beaucoup. Mais bon, ça, c'est un choix personnel. Et là, ça va être la partie amusante. Donc, dans le manuel utilisateur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il va revenir sur les premières pages sur le rôle des boutons, les différents boutons qu'on peut avoir sur le produit, sur comment le connecter à un appareil, sur qu'est-ce qui est fourni dans l'emballage, mais aussi la fiche technique de l'appareil. Il faut savoir qu'il est également disponible en plusieurs langues dans les pages suivantes. En soi, c'est là que je vais revenir avec vous quelques instants. Il explique bien la différence pour le connecter soit avec des câbles USB à un ordinateur Mac ou PC, donc le câble USB type C des deux côtés, l'USB type C type A pour l'alimentation. Comment le connecter à une console, Switch, Xbox ou PS4. Donc en gros, vous pouvez le brancher en câble USB-C sur votre Switch ou avec l'HDMI sur la console. Par contre, pour l'alimentation électrique, il recommande la même chose, c'est-à-dire soit vous branchez une batterie externe en USB-A, soit vous le branchez avec un petit adaptateur secteur, comme si vous chargiez un téléphone ou une tablette traditionnelle. Et enfin, vous avez la possibilité, juste en bas, si vous ne souhaitez pas utiliser l'USB-C ou que vous n'avez pas de port USB-C sur votre ordinateur, vous pouvez le connecter avec un câble HDMI à la place, avec le câble qui est fourni par ailleurs. Là où je vous dis attention, malgré tout, c'est sur les accessoires qui sont fournis avec. Alors c'est très bien qu'ils le fournissent, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils vous donnent autant de détails. En fait, ici, je ne l'avais pas vu, cette petite note, au début. Il vous explique un petit peu la différence, il vous parle du USB-C 3.1, Gen 2, etc. On va passer par ça. Moi, je vais vous l'expliquer à l'oral, vous allez comprendre. Le câble qui est fourni avec est un câble qui fonctionne très bien. En soi, tous les câbles fonctionnent très bien, j'ai pas eu de soucis. Simplement, le câble USB-C qu'il vous donne, c'est un câble USB 3 Gen 1. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un câble qui a une bande passante de 5 Go par seconde. C'est très bien, ça suffit très largement pour faire transiter un signal vidéo, à condition que vous ayez un deuxième câble de branché pour faire en plus transiter l'énergie. Parce que l'USB 3.1 Gen 1 ne permet pas d'avoir assez de bande passante pour envoyer et le signal vidéo et l'énergie. Sauf que j'ai une 2080 Ti dans l'ordinateur qui est là, que je vais vous montrer juste après, et l'ordinateur sur le Mac sur lequel je l'utilise, il a des ports Thunderbolt 3. Donc il est largement capable, sur le plan technique, d'envoyer assez d'énergie. Donc je ne comprenais pas à ce moment-là
Pourquoi ça ne fonctionnait pas? Parce que je vous le rappelle, je n'avais pas vu cette petite mention. Moi, je pensais que c'était un câble 3.1 Gen 2 en fait qu'ils avaient donné. Le Gen 2, qu'est-ce que c'est? Alors, ça c'est un des miens, c'est pas le câble officiel qui était fourni avec, c'est un câble que j'ai à côté. On le reconnaît à ça. C'est marqué SS pour Super Speed et vous avez un petit disque qui est dessus. En gros, l'USB-C 3.1 Gen 2, ça veut dire que vous n'avez pas 5 gigabits, c'est que vous avez 10 gigabits de bande passante. Et là, ça devient largement suffisant pour, avec un seul câble, faire transiter et le signal vidéo et l'énergie. Donc avant de vous montrer comment ça marche quand il est connecté à un PC, je vais vous montrer comment ça marche quand il est connecté à un Mac. Donc ce que j'ai fait, j'ai branché mon câble Super Speed, donc l'USB 3.1 Gen 2. Au besoin, ça coûte 10 balles hein, sur Amazon, donc vous faites pas chier. On va le connecter, mais alors attention, c'est là qu'il y a une subtilité. Vous voyez sur le moniteur qui est ici, je vous rappelle, il y a deux ports USB-C. Il y en a un pour le power, donc ça c'est si admettons vous le connectez avec ils sont mes doigts là, avec deux câbles, dans mes doigts ils sont tout petits comme ça, c'est si vous le connectez avec deux câbles. Ça c'est pour brancher l'alimentation et ça c'est pour brancher le signal vidéo. Comme là j'utilise un câble rapide, je ne vais pas le brancher sur le power, je vais juste le brancher sur USB type C qui est ici, regardez. Hop, et si je fais ça, tac, voilà. On a un écran bleu qui s'allume pendant quelques instants. Paf. Et voilà. Et il est reconnu par macOS directement. Si on va dans les préférences système de l'ordinateur, que je vais sur moniteur, vous avez exactement les mêmes réglages et les mêmes possibilités que si c'était un moniteur physique comme le bousin qui est derrière, c'est-à-dire un gros truc de 27 pouces sur un pied qui consomme 80 watts. Sauf que là, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est une solution nomade et qui fonctionne quand même plutôt pas mal. Au niveau de la fluidité, on est sur un écran 60 Hz, donc la même chose que j'ai là sur mon écran d'ordinateur portable. Et très franchement, ça fonctionne très bien. Et avant de passer au chapitre suivant, je vais montrer une petite chose justement au niveau du menu. Alors attendez, je vais quitter tout ça. Si on ouvre le menu qui est ici, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un OSD quand on est sur un moniteur. En gros, c'est là que vous pourrez faire les réglages de votre écran. Donc que ce soit la luminosité, les contrastes, le niveau de noir, le mode écho. Donc en fait, le mode écho, je vais revenir après là-dessus, c'est un peu des presets d'affichage. On a la position de l'affichage. Alors, sur un ordinateur, il n'y a peut-être pas forcément besoin d'y toucher. Je vous montre quand même parce que j'ai eu une Switch pendant quelques temps et ma Switch, je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, elle déconnecte quand je la connectais en HDMI à ma télé. D'ailleurs, excusez-moi, je navigue beaucoup. C'est pour éviter qu'en fait, ils se mettent en veille et que ça disparaisse. Donc ouais, ma Switch, en fait, elle s'étalonnait pas correctement sur les bords de l'écran. Soit c'était trop large, soit c'était trop petit. Donc du coup, dans ma télé, j'étais obligé de revenir à la main sur les réglages de temps en temps. Donc là, c'est pratique de savoir qu'on peut le faire en cas de besoin. Il y a la possibilité de changer la colorimétrie de l'écran. Donc moi, je l'ai ajusté, mais je vais revenir là-dessus aussi plus tard. Et après, les réglages classiques, donc la position de l'OSD, la réinitialisation, la possibilité d'activer le mode HDR. Et après, les signaux, si vous le connectez sur l'USB-C, sur de la HDMI, la lumière bleue, le volume, et puis le FreeSync pour la synchronisation. Là où je voulais revenir avec vous, c'était sur ça. Alors, comment on fait déjà? On fait comme ça, on reclique sur le menu, on navigue dans Echo, et d'ailleurs, je vais juste monter un tout petit peu la luminosité. Voilà. Juste pour info, la luminosité maximale de cet écran de mémoire, elle est de 300 nits. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, un smartphone aujourd'hui, les smartphones assez haut de gamme avec des écrans OLED, on est dans les 800 nits. Donc vous voyez qu'il y a quand même un écart qui est quand même assez conséquent. Mais en soi, 300 nits, là par exemple, je suis en intérieur, c'est largement assez lumineux. C'est presque même trop lumineux en fait. Ça a vite tendance à me fatiguer. Alors que je suis que à 55%. Si on le met à fond, tac, je ne suis pas encore un grand expert des menus, paf, voilà. Là, je suis à 100% et là, hop, c'est totalement éteint. D'ailleurs, ouais, ça me fait penser, soyez pas surpris, si la première fois que vous le démarrez, vous n'avez pas d'affichage, c'est peut-être juste que le rétroéclairage, il est à 0. Donc dans ces cas-là, il faut appuyer sur le bouton plus et le bouton moins pendant 5 secondes de mémoire et ça le réinitialise et ça le mettra à 10%. C'est toujours bon à savoir. Donc on va le laisser à peu près à 50% pour l'instant, mais pareil, je reviendrai sur ces réglages plus tard. Moi, ce que je voulais vous montrer surtout, c'était les presets, un peu comme sur un moniteur standard. Hein. Donc il y a le mode Game qui va tendance à désaturer beaucoup les couleurs, le mode Film, Texte, FPS, RTS et Standard. J'aime bien le mode Movie. Alors ça, je vais vous montrer pourquoi sur le PC tout à l'heure. Je trouve qu'il flatte assez la rétine, il n'est pas très fidèle à la réalité en termes de couleurs. Par contre, il est quand même pas dégueu, la luminosité est vraiment bonne, les contrastes aussi, les couleurs aussi. C'est un mode qui est assez agréable, par contre, il aura peut-être vite tendance à vous fatiguer les yeux dans la mesure où il est beaucoup plus lumineux. Ce que je peux vous recommander, très franchement, le standard de base est vraiment très bien. Regardez, si je reviens dessus, si je clique à côté à chaque fois, on va pas y arriver. Tac, le standard. Alors comme je vous disais, le game il désature pas mal. Alors d'un autre côté, ça donne un petit style un peu cinématographique, donc c'est propre aussi. Hein. Mais bon, je le trouve un peu trop
pas naturel en fait du coup. Le mode FPS, lui par contre, il aura tendance à énormément déboucher les noirs. Donc à la limite, ça peut être intéressant, surtout pour les jeux de tir, hein, forcément, ça vous permet, si vous rentrez dans une pièce, de ne pas avoir trop de contraste et du coup de quand même voir le décor et voir les ennemis arriver. Les RTS, honnêtement, ils sont quand même assez similaires, c'est juste que le RTS, il va avoir un peu plus de contraste derrière. Mais voilà, le mode standard, il est vraiment très bien. Et avant de passer à Windows, justement, je voulais vous montrer ce que ça donne une fois qu'on essaie de l'étalonner. Donc la sonde que j'utilise, je la pose à plat sur le moniteur. Je ne vais pas revenir sur un cours d'étalonnage, hein, je vous rassure. D'ailleurs, il faut bien garder à l'esprit que chaque écran a sa propre particularité physique. Pour avoir 50 écrans fabriqués à la suite, vous aurez des réglages différents sur les 50, puisque la dalle aura des petites subtilités différentes. Simplement, moi, si je vous mets son profil ICC, c'est que, regardez, comme vous le voyez là, juste en changeant les couleurs, on le voit que la saturation elle change complètement. Quand en haut à droite, on récupère beaucoup plus de détails, que les couleurs sont moins baveuses, moins saturées, entre de base, le nouveau, de base, le nouveau. On voit vraiment de grandes différences de couleurs. Et je vais d'ailleurs tester, regardez, avec voilà, des fonds d'écran différents. On sent que quand il est sur le standard, comme là, et là, d'étalonné, le standard est très jaune, vous voyez? Regardez, je vais repasser sur l'étalonné, hop, là, on a l'impression qu'il est bleu, qu'il est froid, mais en fait, c'est l'autre qui est vraiment très jaune. C'est encore plus voyant sur ce fond-là, qui est déjà jaune de base. Là, on récupère beaucoup plus de détails, beaucoup plus de couleurs. Alors après, je suis désolé, je filme un écran, donc c'est pas ultra flatteur, ultra révélateur, mais en vrai, je vous jure, la différence, elle est transcendante entre l'écran étalonné et l'écran avec les réglages d'origine. Voilà, et là on va voir ce que ça donne une fois connecté à un ordinateur sur Windows. Donc c'est exactement la même chose que sur macOS. On le branche sur le port USB type C, pareil avec l'USB-A si vous avez besoin. Comme moi j'ai une carte graphique qui a déjà un port USB-C à l'arrière, et ben je l'ai branché directement au cul de celle-ci. Comme ça je suis sûr que le signal vidéo y part et que je suis tranquille. Ça fonctionnera peut-être pas avec votre GPU, pas de panique, ça peut être tout à fait normal, ça va dépendre aussi de la puissance de votre port USB-C. Voilà, donc pas de panique. Maintenant au niveau des réglages de Windows, je vais vous montrer une petite chose, donc on va déplacer ceci. Et regardez, si vous faites un clic droit, que vous allez dans paramètres d'affichage, vous avez exactement les mêmes réglages que si vous aviez un moniteur physique, c'est-à-dire un écran de bureau avec consommation standard, etc. Au niveau des réglages, ça va donner ça. Donc pareil, on peut le déplacer, etc. Si moi je vous montre ça, c'est juste parce qu'il y a une chose que je n'ai pas encore réussi à débloquer, c'est-à-dire que quand je suis sur mon écran principal, j'ai la possibilité ici de choisir mon profil ICC, donc mon profil de couleur que j'ai étalonné avec la petite sonde qui est ici. Simplement, si je clique sur le deuxième moniteur, il est grisé. Et j'ai eu beau cocher, décocher, tout ce que vous voulez, je n'ai pas réussi pour le moment à débloquer celle-ci. Donc là, on est le 8 novembre, je vous le dis parce que c'est le jour où je vais envoyer cette vidéo sur YouTube. Pour l'instant, dans la description de la vidéo, je vais mettre le profil ICC du Mac. Le profil ICC de Windows, j'essaierai de le mettre à jour dans la description de cette vidéo plus tard, si un jour je trouve comment faire. Si jamais vous avez le même produit et que vous avez réussi, je veux bien savoir comment vous avez fait, comme ça je pourrais aussi l'étalonner. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, ça m'a un petit peu frustré. Je peux vous filer une astuce d'ailleurs. Comme l'écran, il est vraiment tout petit, je vous rappelle qu'il fait 13,3 pouces. Si vous n'êtes pas habitué des moniteurs secondaires, vous avez la possibilité, en cliquant sur paramètres de la barre des tâches, en faisant un clic droit sur votre barre des tâches, vous avez la possibilité, hop, je refais la mise au point, de décocher une chose, c'est-à-dire l'affichage de la barre des tâches sur tous les écrans. Vous voyez, moi ça donne ça. C'est pas gênant en soi, c'est juste que ça me fait chier d'avoir une grande barre des tâches sur un écran qui est plus loin, qui est petit, sur lequel je sais que je vais pas aller avec ma souris tech, cliquer là alors que j'ai une grande barre des tâches qui est ici. Donc ça, vous avez du coup la possibilité, avec un seul clic, paf, vous le décochez et votre barre des tâches disparaît complètement. C'est du gadget, c'est du détail, mais je trouve ça pas dégueulasse du tout comme ça. Et ensuite, au niveau de la couleur, donc je vous ai montré déjà un petit peu sur macOS ce que ça donnait. Là, on va changer, on va mettre un petit fond d'écran un peu plus dynamique, cet écran d'interface que je trouve vraiment stylé, certes, mais qui n'est pas des plus parlants. Paf, voilà. Regardez ça si c'est pas propre. Très franchement, pour un écran que j'ai payé 130 balles, j'en suis super content. Il est vraiment très propre en termes de qualité. Alors comme je vous disais, hein, c'est du 60 Hz, donc vous attendez pas non plus à avoir la réactivité ou la fluidité des bons moniteurs que vous avez sur du Windows. Si c'est pour l'utiliser en écran principal de travail, pour vraiment de la bureautique, il n'y a aucun problème sur une petite tablette ou sur un ordinateur. Par contre, si c'est pour faire du gaming sur un ordinateur de bureau, à moins de ne pas avoir de place, préférez quand même un vrai moniteur où vous aurez la possibilité d'avoir des réglages à 144 Hz ou autre. Pour les consoles, c'est un peu différent, sauf avec les derniers modèles qui vont arriver, mais comme de base, on est quand même plutôt limité à du 60 Hz, au final, ça ne changera rien et pour vous, ça marchera très bien. Pareil, pour l'utiliser avec une Switch, ça marchera hyper bien. Alors au final, est-ce que je recommande ce produit? Eh bien oui, mais en fait, carrément. J'ai quand même eu la petite frustration par moment de vouloir
cliquer sur l'écran. Alors, est-ce que c'est parce que ce format et ce gabarit me rappellent inconsciemment une tablette tactile? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'à plusieurs reprises, quand l'écran était collé à moi, j'ai eu envie de cliquer dessus. Je me suis dit, putain, Ivan, t'es con, pourquoi t'as pas pris le modèle tactile? Bon, au final, je m'en cale. Moi, l'usage que je vais avoir de ce petit écran, ça sera exclusivement sur mon ordinateur qui est ici, hein, donc l'ordinateur de bureau, et qui me servira, c'est pour ça que je l'ai déporté dans le fond là-bas, à afficher Discord, à afficher mon soft d'NZXT là pour gérer les ventilateurs et autres. Donc c'est vraiment juste un moniteur d'appoint, ça sera pas une station de travail entre guillemets. Donc j'avais pas besoin de ce tactile, surtout que... Regardez, je vous montre un petit peu, alors du coup c'est un peu le bordel, mais voilà. Ça, c'est mon setup de gaming. Donc on le voit, le bureau est quand même très large. Il fait 2 mètres de long sur 1 mètre 20 de profondeur. Donc autant vous dire que tendre le bras sur 1 mètre 20 de profondeur pour cliquer sur un écran tactile, ça m'intéressait absolument pas. Par contre, l'écran tactile, du moins le même avec une dalle tactile dessus, de mémoire, il était dans les 220 € à peu près, quelque chose comme ça. Donc si vous avez un setup qui est tout petit, ça peut être sympa. Enfin, un setup qui est tout petit, je veux dire, un setup qui est d'une taille normale, c'est juste le mien qui est démesurément grand. Mais si vous avez une table plus petite ou cet écran qui sera constamment à portée d'utilisation, à portée de bras, à portée de main, ouais, franchement, allez, mettez les 30-40 balles de plus, parce que croyez-moi, à plusieurs reprises, vous serez tenté de faire ça du coup. Donc voilà, moi je l'ai reçu en 48 heures, attendez peut-être un Black Friday, attendez peut-être une promo. Moi je vous rappelle que je l'ai payé 60 € de moins, je crois, que son prix public grâce à une vente flash Amazon, et franchement, absolument aucun regret, ça marche vraiment très très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je prendrai le temps d'y répondre. J'espère que je n'ai rien oublié d'ailleurs dans cette vidéo. Je l'ai vraiment fait à l'arrache, mais je me suis dit que ça pourrait toujours dépanner, surtout en cette période de confinement. Si on a beaucoup qui sont en télétravail, le fait d'avoir un deuxième petit écran à côté, ça peut quand même dépanner et être vraiment super pratique. Allez, salut tout le monde!